Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cyclocross avant les championnats du monde qui vont avoir lieu ce week-end. On aura vendredi le relais mixte, il n'y en a qu'un seul, c'est déjà bien. Et on aura samedi et dimanche les courses individuelles avec principalement samedi la course élite dame, dimanche la course élite homme. Et avant ces championnats du monde, on va revenir sur ce qu'il s'est passé tout au long de cette saison avec deux focus un petit peu particuliers. Mathieu Van Der Poel qui continue de battre des records et qui devrait très probablement en battre un encore ce week-end. Et Amandine Fouquenet, la française qui nous a fait vibrer pendant l'hiver. On va regarder tout ça avec nos deux spécialistes cyclocross du jour. Johan pour commencer, salut Johan. Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Et on est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors on va commencer par, comme je l'ai dit, le bilan de la saison. On va regarder dans un premier temps ce qui s'est passé chez les hommes. Je vais vous faire le rappel rapide des classements. La Coupe du Monde, c'est terminé, a été remportée par Mathieu Van Der Poel, le néerlandais qui s'impose pour la deuxième fois. Oui, deuxième fois seulement, entre guillemets, pour Mathieu Van Der Poel, qui remporte le classement général, donc, devant Thibaut Nys et Nils Van de Putte. Au total, sur les 12 manches, 8 ont été remportées par Mathieu Van Der Poel, les 8 manches dont il était au départ. Les 4 autres ont été remportées par Thibaut Nys à 3 reprises, et Michael Van Torenhout a remporté la dernière manche qui était en jeu. Du côté du Super Prestige, il reste une manche à Middelkerk le 7 février, et on a actuellement Nils Van de Putte qui est en tête avec 3 petits points d'avance devant Michael Van Torenhout. Et enfin pour le X2O Trophée, il reste là 2 manches à Lille, j'espère j'ai bien prononcé Geoffrey, Lille en Belgique, d'où l'importance de l'intonation. Lille donc le 8 février et Bruxelles le 15, et donc au classement c'est Joris Nieuwenhuis qui est actuellement en tête devant Cameron Mason et Nils Van de Putte. Voilà pour le rappel des différents classements, des principaux classements. Pas forcément tout. On peut préciser aussi que Nieuwenhuis, c'est compliqué sur le plan physique en ce moment, donc c'est pas sûr qu'il va pouvoir défendre complètement ses chances. Oui, c'est vrai. Voilà, pour Joris Nieuwenhuis, c'est un point à noter pour le néerlandais, qui a quand même fait dans l'ensemble quand même une bonne saison déjà, pour se retrouver en tête du classement du X2O Trophée à 2 manches de la fin. Déjà, pour commencer, messieurs, je vais vous faire une question un petit peu générale. Là, passez les principaux résultats des principaux classements. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cet hiver en cyclocross ? Tiens, Johan, pour commencer. Moi, un petit peu le même constat que sur les dernières saisons, c'est-à-dire que il y a un début de saison qui est hyper enthousiasmant, il y a plein de coureurs différents qui s'expriment, on voit des nouvelles choses, des nouveaux coureurs qui émergent, il y a des belles luttes pour la victoire sur les courses. Et puis moi, il y a Mathieu Van Der Poel qui arrive et ça casse un petit peu la dynamique. Où on a eu quelques belles courses avec lui, on a eu Namur, on a eu... Ouais, sa course de reprise, en général, c'est pas plié d'avance, mais derrière... En général, il fait une course de reprise sur une course avec du dénivelé. Et là, il est un peu moins bien, et du coup, c'est un peu plus intéressant. Non, mais Gavert aussi, par exemple, où s'était fait accrocher longtemps par Thibaut Nys ou des choses comme ça. Mais oui, en tout cas, ça fait que la saison, tout d'un coup, est un petit peu moins passionnante. Il y a toujours des choses intéressantes. Le classement du Super Prestige, c'est des choses à côté. Mais sur les courses en elles-mêmes, ça fait que c'est un peu plus compliqué à suivre. Il y a la semaine sainte où il est pas là tout le temps, donc on retrouve les courses. Mais après, quand on vient sur un rythme de Coupe du Monde, c'est un petit peu plus monotone et c'est un petit peu dommage sur la fin de saison. Donc t'as, entre guillemets, préféré la première partie de saison avant que Mathieu Van Der Poel arrive. J'ai préféré la première partie de saison. En plus, la première partie de saison, on voyait plus Michael Van Torenhout, donc c'était mieux. Et on le voit moins, donc c'est moins intéressant, quoi. Ouais, il y a des coureurs qui n'ont pas fait des saisons complètes sur les premières positions. Ça, ouais. Il y a beaucoup de coureurs qui ont fait des saisons où ils étaient très forts sur certaines courses. On parlait de Nieuwenhuis tout à l'heure. Je sais pas le prononcer, je vais pas faire de la même. Ouais, Joris, voilà. Voilà, Joris. Maisonneuve en français, si tu veux traduire son nom. Georges Maisonneuve.
Du coup, Georges Maisonneuve, il a fait quelques de ses courses où il était très 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 fort et où il dominait un petit peu les courses. Et après, il a été blessé les différentes courses où il était un peu moins bien. T'as Ventura qui était fort sur certaines courses. Sweek aussi était très fort sur certaines. T'as eu Nice et Van de Putte qui ont été un peu plus réguliers. Et en tout cas, ça variait pas mal. Du coup, c'était assez intéressant à suivre d'avoir plein de profils différents. Des Emile Verstringe aussi qui a fait de très très belles courses. Et en tout cas, il y a eu ce côté assez collectif était quand même assez chouette à suivre. Tu peux avoir ton coureur et puis il peut être bien un jour, pas bien un autre jour. Tu peux avoir Cameron Mason qui tout d'un coup fait une course de folie sur un week-end et puis l'autre week-end est 19e à 1 minute 50. Donc en tout cas, c'est une belle variété qui est assez chouette à suivre. Et puis je rajoute aussi par exemple un Anton Arts qui est devenu champion d'Europe en novembre et qui a ensuite eu beaucoup plus de mal avec une explication quand même. Sa femme a perdu leur enfant qui était à naître juste après ou juste avant, en tout cas, juste après il me semble, le championnat d'Europe. Donc forcément moralement, psychologiquement, ça a été assez compliqué pour le Belge qui était devenu champion d'Europe au mois de novembre. Geoffrey, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de cet hiver? Je retiens que derrière Mathieu Van Der Poel, parce que forcément, comme Yoann le disait, il y a 2 saisons, il y a la saison avec et sans lui. Le fait que c'était assez ouvert et qu'on a eu plusieurs coureurs qui sont là à jouer la gagne, des nouveaux coureurs qui arrivent, une nouvelle génération qui s'installe de plus en plus, avec Emile Verstringe par exemple, Joran Wiesereux, enfin, des coureurs qui étaient encore dans les rangs espoirs il y a quelques saisons et qui commencent à s'installer de plus en plus. Tibor Del Grosso aussi, on va en reparler plus tard. Et c'est assez agréable à suivre. Des noms un peu plus connus qui sont un peu moins là. Joris Nieuwenhuis qui a eu quelques problèmes de santé. Michael Van Toornout qui... Enfin, sur son début de saison, on s'attendait à le voir peut-être tout écrasé tout au long de l'année. Et ça a moins été le cas. Il a quand même su bien reprendre le rôle de Elise Herbit dans le rôle du coureur qui s'énerve avec Ryan Camp. Elise Herbit aussi, qu'on retient, parce que Oui. même sans être particulièrement fan du coureur, on aurait préféré qu'il termine sa carrière dans d'autres circonstances que d'être contraint à partir à la retraite à cause d'une blessure. Oui, c'était une succession de blessures à l'artère iliaque, il me semble, et que du coup, la décision médicale disait il ne faut même plus qu'il fasse de vélo tout court. Ce qui est assez terrible. C'est ça, ouais. Et aussi, d'un point de vue organisation du calendrier, la semaine sainte sous stéroïdes, là. Oui, là, avec. C'était quoi, 12 crosses en 16 jours, ça tu disais t'en avais quasiment tous les jours, t'avais 2 jours de pause par moment pour, Il y a eu une pause pour souffler un peu. Il y a eu une 24-25, après il y a eu une pause le 31, il y avait aussi un jour, je sais plus, c'était peut-être le 28 où il n'y en avait pas, mais sinon c'était tous les jours, il y avait un cross. Alors ils n'étaient pas tous là tout le temps, mais le fait que c'était aussi rapproché, ils se sont un peu tous partagés qui était là à quel endroit, sans qu'il y ait de cohérence entre le peloton masculin et féminin, parce que tu pouvais avoir un peloton énorme d'un côté et pas du tout de l'autre sur la même course, donc C'était assez particulier, mais ouais. La semaine sainte en Belgique, qui est restée en Belgique et qui a été sacrément animée cet hiver encore. D'ailleurs, tiens, comme ça, c'est une question qui me vient, mais comme ça, si on se dit avant les mondiaux pour se remettre un peu dans l'ambiance, s'il y a une course de tout l'hiver à regarder ou à re-regarder, ça serait quoi peut-être? à tous les ans on peut dire Namur. Oui, oui. Ouais, d'autant plus avec le fait de voir Mathieu Van Der Poel galérer. Matt Van Der Poel galérer et puis même Van Den Aert, enfin, Lars Van Der Aert, oula, non, des noms là. Lars Van Der Aert qui fait de super courses, donc Thibaut Nice enfin pelle sur pelle, enfin c'est super chouette à suivre. Après il y a D-Game aussi qui est pour l'ambiance, un tas de courses comme ça, les courses sous la neige qui ont quand même marqué la saison avec beaucoup de courses qui ont été impactées par ça. Pas forcément qu'en bien parce que les fans de Wout van Aert sont pas forcément d'accord sur l'intérêt de ces courses, mais Ouais, avec sa chute à Moll. Bon, pour le coup, la neige à Moll, j'ai l'impression qu'elle était pas forcément trop attendue vu comment c'est tombé d'un coup pendant la ah course non, non. d'Alpes. C'était quelque chose. Mais bon, comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller partir au fin fond des Alpes pour trouver de la neige sur un cyclocross.
Geoffrey, toi aussi tu retiens surtout Namur s'il y a un cross à revoir de cet hiver. Ouais, mais ça c'est presque tous les ans. Namur, c'est celui qui est à voir et qui est à retenir. Dighem, au-delà du spectacle, de l'ambiance, c'était une très belle course. Zonhoven aussi, si on veut un mélange avec des gros moments du spectacle, de l'animation, peut-être un peu plus côté féminin que côté masculin, mais avec le bonus neige en plus, et la cuvette qui est un moment à part. Si on parle des deux sexes, moi côté féminin, c'est ma course préférée de la saison, The Novel. Ouais, moi aussi. Euh, Avec la Et bataille puis, Alvarado-Lucinda Brand qui est hmm. magnifique, tout en force, en technique, machin. La descente où il y a trois qui se cassent la gueule en même temps, là, c'était C'est vrai que cette image a été beau. marquante quand même, hein. Et allez, la deuxième, allez, la troisième, allez. Puis, on pourrait aussi citer la Coupe du Monde de Flamanville qui était sympa à suivre. Un peu moins sur l'ensemble de la course, mais pour le final très intense qu'il y avait, tant côté masculin que féminin aussi, Zolder. Oui, parce que Zolder chez les hommes, c'est Tibor Del Grosso qui s'impose au sprint devant Wout van Aert, et chez les femmes, c'est la première victoire en super prestige d'Amandine Fouquenet. Donc il y a ça aussi, quoi. Moi, je me l'étais noté dans un coin de ma tête, Zolder de me dire, ah, Zolder, parce qu'Amandine Fouquenet, c'est 100% parce que c'est Amandine Fouquenet, mais j'en ai rien à faire. Mais ouais, forcément, ça rentre en compte. Mais en tout cas, bon, il y a quand même pas mal de cross intéressants, et bon, pas mal de choses sympas à regarder, à noter. Euh, du coup, pour revenir sur les coureurs, après avoir évoqué les courses, quand on parlait des coureurs, vous disiez ça a pas mal tourné. Derrière Mathieu Van Der Poel, hum, est-ce qu'il y a un coureur que vous arriveriez à ressortir du lot un petit peu? Je pense que celui qui a pris la place en tout cas, de coureurs auquel toutes les attentions tournent autour, c'est Thibaut Nice. Que ce soit qui réussit ses courses ou qui réussit pas ses courses, mais le coureur autour duquel les autres vont se focaliser pour se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on va courir, qu'est-ce qui va se passer, et que les suiveurs se disent attends, il est où Thibaut Nice pour savoir où ça se situe dans la course. C'est autour de lui, je trouve que les choses se passent maintenant et où il a vraiment pris la dimension d'être l'incarnation en plus, alors ce qui est bizarre, parce qu'en plus il fait beaucoup de routes, mais du pur cyclocrossman qui est là toute la saison et qui incarne la discipline, notamment à cause du retrait d'Elise Orbit. Et du fait que Wout van Aert se montre très peu en cyclocross aussi. Il représente un peu quoi les espoirs de la Belgique en étant le fils de Sven Nys, le champion de Belgique. Il y a un petit peu ce côté-là. Je pense même pour les non-belges, mais effectivement chez les Belges, j'ai l'impression qu'il a quand même pris un petit peu pas l'ascendant, parce que je pense que Wout van Aert, la popularité est folle, mais en tout cas, il a pris largement le relais de Wout van Aert pour pouvoir mobiliser les foules belges autour de ces personnes. Geoffrey, est-ce que c'est Thibaut Inès que tu ressors en deuxième homme de l'hiver derrière Mathieu Van Der Poel, ou il y a un autre nom qui te vient comme ça? Mais sur la partie où il était là, ouais, ce serait Thibaut Nice. On pourrait peut-être parler un peu de Tibor Del Grosso qui s'est montré très costaud par moment. Sur le début de saison, quand même, qui fait quand même, tendance à dire aussi un peu Michael Van Toornout, même si dès qu'on est vraiment arrivé à partir du mois de décembre, il est un peu rentré dans le rang. Mais c'est ça qui était bien cette saison, c'est que justement, il n'y avait pas une hiérarchie qui était très nette. Et, euh, et les forces variaient d'un moment à l'autre. Pour rebondir sur ce que Johan disait tout à l'heure, quand il évoquait par exemple Cameron Mason, qui était capable de jouer la victoire et être en dehors du top 30 presque, j'allais dire la semaine d'après, mais parfois c'était même Le sur la lendemain. demi-heure qui suit. Ouais, non, sur la demi-heure qui suit. Oui, oui, c'est un petit peu sa marque de fabrique aux Britanniques. Mais on peut dire que du coup, c'était un peu à l'image de la saison, ce que vous dites, quoi, le fait de pas avoir vraiment de référence de base, mis à part Van Der Poel qui fait que gagner quand il est là. Derrière, c'était très fluctuant. Un Thibaut Inès, vous en avez parlé, a pas mal gagné, mais il a aussi il a aussi eu des sacrés creux.
quand il n'était pas en train de rage quit complètement dans la tête aussi. Donc, Ouais, par exemple, je trouve ça intéressant, on cite pas Nils Van de Putte. Déjà parce qu'il gagne pas beaucoup, mais alors que potentiellement il va remporter et le Super Prestige et le X2O Badkamer Trophy. c'est vrai. C'est pas impossible qu'il finisse la saison avec les deux. Enfin, c'est quand même assez monstrueux, mais il n'arrive pas trop à imprégner les courses d'être là de sa présence ou d'influer vraiment sur le déroulement des courses. Il est fort, il fait ses places et après. Oui, c'est vrai que Nils Van de Putte, c'est pas le nom le plus marquant, mais un peu peut-être celui qui était peut-être toujours là, mais jamais vraiment complètement devant, quoi. Oui, oui, ça manque un petit peu de son côté, sur le côté un peu chef de file qui pourrait emmener la discipline là où même si d'autres coureurs sont parfois plus irréguliers, en fait, ils sont plus marquants sur leur course. Après, c'est un peu logique qu'il soit pas chef de file du cyclocross dans l'ensemble, vu qu'il est même pas chef de file du cyclocross dans son équipe. Ouais, mais tu vois, enfin, C'est en même pas le soi, deuxième Tibor Del coureur dans son Grosso, équipe. ouais, ouais, mais tu vois, bah, ça dépend. Non, mais Mais t'as tu vu. vois, Tibor Del Grosso est pas chef de file de son équipe en soi, mais il est plus marquant quand il est en course. Oui, oui. Oui, c'est toute une histoire Encore plus, il fait rien. d'impression. Voilà. Encore plus, il fait rien. Il bouge pas. Il y a rien qui bouge. Il y a rien qui. Si, dès qu'il y a un petit Mais saut à faire, il s'amuse à chaque fois. Oui, après, peut-être que, oui, petit bordel grosso, oui, je sais pas, peut-être que ça marche mieux avec lui qu'avec une vente de puteux au niveau de la réception pour le public et de ce qu'on en retient de la saison. Mais justement par rapport à ces coureurs un peu marquants, je m'en étais noté deux quand même, Thibaut Nice et Tibor Del Grosso, vous les avez évoqués tous les deux. Euh, on a depuis 10 ans, même un peu plus pour ceux qui suivaient déjà les catégories de jeunes, un duel au sommet de la discipline entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Est-ce que là, avec Thibaut Nice et Tibor Del Grosso, un Belge, un Néerlandais, un qui est fils de légende de cyclocross, l'autre qui comme Mathieu Van Der Poel chez Alpecin, champion des Pays-Bas, euh, est-ce que ça peut mener à dire que, avec en plus les duels qu'ils ont pu se faire pendant l'hiver, notamment du côté de la Semaine Sainte, je pense à 10 games, même si c'était pas que à 2, par exemple, est-ce que on peut être en train de commencer à voir un vrai duel Nice Del Grosso ou c'est un petit peu trop réducteur de s'arrêter qu'à eux deux pour le futur du cyclocross? alors, est-ce que tu es capable de prédire le futur et de se dire oui, c'est ces deux-là qui vont absolument dominer la discipline? J'aimerais Il y a- bien pouvoir prédire le futur, mais j'en suis pas capable. mon compte en banque aimerait bien aussi. Mais le truc, c'est que ils dominent pas autant que d'autres coureurs ont pu dominer. Enfin, il n'y a pas d'écart réel avec les autres. Ils battent les autres, mais ils n'en mettent pas une nuit dans la tête à chaque fois. Donc, ils sont jeunes, ils vont sont de progresser, ils vont soit être dans la tête de leur discipline, mais c'est dur de se dire qu'ils vont absolument être tous les deux tout seuls, avoir des duels spécifiques entre les deux, vraiment, enfin, que l'un affronte l'autre. Il y a quelque chose, je pense, qui peut se créer dans un narratif où les deux ont des styles très opposés. Ils sont pas du même pays, enfin, il y a quelque chose de reproductible dans le côté Wout van Aert, Mathieu van der Poel, avec le côté un peu inversé où le néerlandais prend un peu plus la place du belge et des choses comme ça. Mais c'est dur de se dire qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui tient d'une vraie rivalité entre les deux coureurs. Geoffrey, est-ce que tu es du même avis que c'est tôt encore, là, fin de l'hiver 2026, pour dire qu'il y a une vraie rivalité entre Thibaut Nice et Tibor Del Grosso? Ouais, là, il y avait quelques images sympas quand on le voyait côte à côte, où il y avait un maillot de champion de Belgique, un maillot de champion des Pays-Bas en train de se bagarrer pour gagner, mais c'est parce que ça fait quelques années qu'on n'avait plus ces images-là, parce que quand Mathieu Van Der Poel récupérait un titre, il avait le maillot de champion du monde au-dessus, ou avec ce qui variait, on avait le maillot de champion de Belgique, on n'a pas eu quelques saisons, parce que Michael Van Torenhout était champion de Belgique et champion d'Europe, donc il avait le maillot de champion d'Europe. Maintenant, la comparaison peut pas se faire tout de suite avec Van Aert et Van Der Poel, parce que même si Nice et Del Grosso sont jeunes, ils ont 24, 23 ans,
On se dit qu'on va les voir très souvent dans la prochaine décennie, et s'il arrive pas de pépins physiques et qu'il reste concentré sur le cyclocross, parce que les deux ont aussi un beau potentiel sur la route. Mais s'il reste à faire beaucoup de cyclocross, forcément, on va les revoir très longtemps. Mais à 23-24 ans, Van Aert, Van Der Poel, ils avaient déjà cumulé les 5 derniers titres de champion du monde. Là, Oui. ils en ont pas encore. Et tant qu'il y a Mathieu Van Der Poel, il semble même pas en position d'aller en gagner un. C'est vrai. C'est vrai que ça va pas mal dépendre de Mathieu Van Der Poel, cette histoire. Donc, mais on va peut-être se tourner après vers un cyclocross qui va revenir à ce qui était avant l'ultra domination de Mathieu Van Der Poel, avec plus de rivalité, et ces deux-là qui vont peut-être être sur le haut du panier, mais aussi avec d'autres qui vont pouvoir être là selon le moment dans l'année, selon le type de course, par rapport au tracé, par rapport au dénivelé, par rapport aux vêtements, par rapport à la météo aussi. Donc Oui, qui fait qu'on aurait c'est plein presque de... bien qu'on n'ait pas juste un duel. Ouais, je comprends. Oui, parce qu'après, c'est vrai que aussi, entre Tibor Del Grosso oui, Tibor Del Grosso et Thibaut Nice, ils ont presque le même prénom, je m'ai cru que je m'étais gouré. C'est que le premier hiver où ils sont vraiment affrontés. Chez les élites, chez les jeunes, ils ont fait 2-3 hivers, mais Thibaut Nice avait quasiment tout gagné face aux Néerlandais, avec un petit avantage. Donc là, pour le coup, bon, on va voir tranquillement. Mais je me posais la question parce que c'est quand même deux des noms les plus marquants. Si on regarde derrière Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, les plus marquants sur la sphère cyclocross, ça va être Tibor Del Grosso, Thibaut Nice. Voilà, peut-être aussi parce que ils ont cette polyvalence cyclocross route qu'on commence à voir et C'est trouver pas si intéressante. vrai que ça, parce que Tibor Del Grosso, pour l'instant, fait pas plus de route que n'importe quel autre cyclocrossman. Enfin, ils en fait un petit peu parce qu'il est dans une équipe qui fait un plus Oui, de route, mais les cyclocrossman actuellement font plus de route que les dernières années. oui, oui, Enfin, oui, oui. Oui, c'est vrai que je disais ça parce que j'avais souvenir de et, l'avoir vu sur les courses World Tour. Un Ventura Out, un Swag fait pas de course World Tour forcément. oui, Mais oui. Là, c'est des vieux de la vieille. Qu'est-ce que tu parles de la route? Machin, là. Attends, je fais le tour d'Alsace, c'est tout, ça suffit. Après, le reste, ouais, c'est bon, quoi. ouais. Mais bon, ça fait que voilà, bon, c'était deux noms que j'avais comme ça en Non, mais tête. après, Mais il y a quelque chose où les deux ont réussi à se créer une persona publique où c'est des coureurs qu'on retient, on a retenu un peu le style, où on a envie de les suivre. Et en tout cas, c'est quelque chose de chouette d'avoir de nouveau des. On parlait de vente de Puto tout à l'heure, qui a vraiment quelque part le random cyclocrossman, enfin, qui n'arrive pas à toucher en dehors de la sphère du cyclocross. C'est bien d'avoir des personas qui ressortent plus jeunes, de coureurs qu'on va pouvoir apprécier dans la discipline, et d'avoir une personnalité qui ressort comme ça. Après, après t'es journaliste, donc t'as envie d'un narratif, il y a quelque chose. non, mais j'essayais de m'accrocher à quelque chose, mais c'est bien de me ramener Oui. à la réalité aussi. Voilà, merci. Voilà, bon, ça fait pas de mal de bien Non, rappeler mais de que toute façon, c'est oui, pas non, les mais de toute seuls. façon, Il y a d'autres jeunes qui sont là. Je sais pas, oui. Non, mais de toute façon, le vélo, c'est que ça, c'est que du narratif et de la transformation de la réalité pour coller à quelque chose de plus intéressant. Tu sais, c'est comme Anquetil Poulidor, la réalité ultime, machin. Ouais, bon, sur une course, quoi. oui, ça a fait un Tour de Un France et demi, champion et du puis voilà. monde et un champion du monde un Tour de France et demi, c'est, voilà. Donc, Mais on va pas oublier donc tous les jeunes aussi qui sont de la génération Nice Del Grosso qui commencent à bien se montrer. Ah, parce que par rapport aux rivalités qui sont resurfaites par la résonance de caisse médiatique, ceux qui ont en tête les cyclocross quand il fallait les regarder sur la télé belge, sur des streams un peu pourris sur internet, le gros de la domination Van Aert Van Der Poel, c'était des courses quand même bien chiantes. Hein. 5 minutes de course, les deux sont partis devant. Ensuite, rideau, il se passe rien pendant 40 minutes et ils se mettent mine sur mine dans un tour et demi sur la fin de journée. Et c'était ça tous les dimanches. Et, c'est vrai que c'était ignoble, hein. Franchement, c'est- c'est pire que maintenant, je crois, hein. Donc là, au moins, maintenant, on est bien servi. Il y a de la variété, on a des noms qui bougent derrière Van Der Poel. Voilà, je vais les reciter, je vais voir un peu les noms au classement UCI qui sont de la génération. On a Nils Van de Putte, Thibaut Nice, Tibor Del Grosso, Emil Verstringe, Joran Wieser, Mess Hendricks, Ryan Camp. Bon, je commence à aller chercher loin, Pim Renard, etc. Écoutez, complétez la liste si besoin, mais il y a de quoi faire avec comme ça cette nouvelle génération qui arrive.
On a donc évoqué quand même pas mal de coureurs différents, et ça c'est forcément intéressant. On va quand même parler de Mathieu Van Der Poel, l'épouvantail au milieu de ce podcast, au milieu de la saison de cyclocross, qui cette saison encore a tout gagné, comme l'hiver dernier. Il fallait remonter à janvier 2024 pour voir Mathieu Van Der Poel ne pas remporter un cyclocross. C'était à Benidorm. Donc une série qui est assez folle, mais j'ai envie de dire, vu que c'est Mathieu Van Der Poel, peut-être pas tant que ça. Le week-end dernier, Mathieu Van Der Poel est allé chercher le record de victoires en Coupe du Monde. Avec 51 victoires, il devance Sven Nys qui était à 50. Ce week-end, le week-end prochain, il a de très fortes chances de devenir le seul recordman de titre de champion du monde. Il est actuellement à 7, à égalité avec Eric de Vlaeminck. Tout ça, ça m'amène à une question. Johan, je sens que tu me vois venir avec mes gros sabots. Est-ce que Mathieu Van Der Poel, pour vous, c'est le plus grand cyclocrossman de l'histoire? Il y a plusieurs questions, mais déjà sur la question du palmarès, ça commence à être oui, enfin, ou c'est oui d'ailleurs, ça dépend de comment tu considères la place super prestige par exemple, et tous les titres de Sven Nys ou des choses comme ça. Mais sur les champions du monde, déjà, on est globalement tout en haut. Après, si on prend la question des différents sexes, il y a Marianne Vos qui a plus de titres de championne du monde, mais qui pour le coup a un peu moins de gros palmarès sur le reste des courses et du calendrier en cyclocross. Et sur les hommes, et après si on prend en plus la manière, la domination, l'impact sur sa présence dans la discipline, l'image publique, bah oui, c'est sans doute le plus grand cyclocrossman de tous les temps. Et là, il commence à plus y avoir vraiment enfin, il commence à, notamment en gagnant une deuxième Coupe du Monde, là en gagnant probablement un prochain titre de champion du monde, de valider un peu tous les côtés où il peut plus avoir de contre-argument de bah non, il y a lui qui a tel plus de machin ou là il blinde son palmarès, il blinde les courses à domination, l'emprise sur son sport, donc oui, sans doute. On peut dire que c'est le plus grand crossman de tous les temps. Ouais, il y a un côté un peu le palmarès et aussi la manière, parce que tu évoquais le palmarès Sven Nys qui est excellent. Tu parlais de Super Prestige, c'est 13 victoires en Super Prestige. Une époque où Super Prestige avait encore plus d'aura qu'il n'en a aujourd'hui. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. 13 victoires au classement général. Au classement général, oui. C'est ce qui rend le truc vraiment. Oui, bien sûr. Pour Eric de Vlaeminck, c'est compliqué à comparer parce qu'il n'y avait pas tous ces classements à son époque, hein, où il a enchaîné les titres de champion du monde dans les années 60-70. Mais bon, ça permet déjà d'avoir des petites bases Mais comparatives. bon, il est pas très sympathique non plus, donc on peut dire que c'est pas le meilleur. Voilà. Oui, ça après c'est autre chose. Geoffrey, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que pour toi aussi, Mathieu Van Der Poel, maintenant on peut dire que oui, c'est le plus grand cyclocrossman de l'histoire? Bah ouais, pour moi on pouvait même déjà le dire avant. Tu parlais de la comparaison avec De Vlaeminck, mais si on prend le palmarès cyclocross et route de Mathieu Van Der Poel, c'est déjà supérieur à celui des deux frères de Vlaeminck ensemble, Eric et Roger. Donc c'est vrai. Plus sérieusement, vu les dominations qu'il a fait, surmonte à son année, c'est 2018-2019, où il a plus de 30 victoires. Et 32 victoires en 34 courses. Voilà, ce qui est... Enfin, quand est-ce qu'on va juste même peut-être revoir un truc comme ça, c'est absolument fou de gagner autant. Donc c'est ça, là, il est invaincu depuis 2 ans, mais en nombre de victoires d'affilée, il a déjà fait mieux par le passé. Si on compte le nombre de courses consécutives gagnées. Donc, non, il est au-dessus, il est au-dessus sur presque tous les terrains. Il a une technique qui est absolument hallucinante. On le voit être en mesure de passer à vélo là où il y en a d'autres qui ont du mal à le faire. La gestion de l'équilibre sur les transferts de masse pour garder les bonnes trajectoires et tout ça, c'est absolument époustouflant. Et oui, là, le palmarès, il va se mettre à cocher toutes les stats en cumul de victoires, en cumul de titres de champion du monde. Là, ça pourrait être son 8e titre de champion du monde. Comment dire, dans la discipline. Parce que oui, ce serait déjà 11 ans après le premier en plus.
ça commence à faire longtemps qu'il est là. Ouais, Et c'est ça qui est assez impressionnant. donc, oui, oui, enfin, pour moi, il est au-dessus, mais enfin, il l'était déjà, quoi. Mhm. C'est pas parce que seulement là, il va battre le record sur le titre de champion du monde et que là, il vient de battre celui de Zen Nice. Même s'il avait pas ses records, ça change rien parce que de toute façon, ces records sont aussi assez interprétés par rapport au contexte. Le super prestige des années 90, qui est international, qui fait 15 manches, où à l'époque ça allait en Italie, en Tchéquie, parfois en France, c'est pas comparable avec le super prestige qui a 8 manches aujourd'hui, juste en Belgique. On parlait de Sven Nys, il y avait des années où la Coupe du Monde avait 6 manches. Là, ces dernières années, il y en avait entre 12 et 15. Donc, une stat précise sur une course, ça va dépendre du contexte à chaque fois. Oui, ça forcément. Ouais. Mais oui, ça a bien évolué. Alors, tu parlais Et puis aussi des... les comparaisons aussi sont sur les disciplines à travers le temps. Enfin, sur la route, par exemple, on a dernièrement beaucoup de comparaisons entre Pogacar et Merckx où on se dit ouais, mais c'est pas vraiment le même cyclisme. Là, pour le coup, le cyclocross, c'est vraiment pas du tout la même discipline entre ce que c'est actuellement et ce que c'était il y a un demi-siècle. Oui, ça forcément, ça a beaucoup évolué. On a eu l'époque des Sven Nys où c'était vraiment des spécialistes cyclocross et Mathieu Van Der Poel est arrivé avec Wout van Aert de dire bah, regardez, je vais vous montrer qu'on peut faire cyclocross et route et très bien Non, mais réussir les deux. Mais même si c'était même pas le sur, premier, tu vas me dire, oui. ouais, mais même sur les tracés qui étaient pris et les courses qui étaient Aussi, faites, aussi. maintenant, c'est en général dans des parcs, en bordure de ville pour que ça fasse vraiment arène. C'est moins campagnard que ce que ça pouvait être. Il n'y a plus vraiment de passage dans des champs. Euh, et juste si on compare avec ce que c'était il y a 20, 30 ans, il n'y a plus de public au milieu du parcours parce que le parcours est banalisé. Il y a des barrières des deux côtés. Si on compare avec des vieilles vidéos qu'on peut retrouver des années 70, les coureurs n'ont pas à traverser de rivière. Les coureurs n'ont pas à prendre d'escalier en descente. Il va pas y avoir 4 planches de 50 cm de haut d'affilée. Johan aimerait bien, mais Oui, non, mais les planches de 20 cm en LED avec le sponsor qui défile, autant pas mettre de planches. Oui, ça, Ça, c'est pour faire joli et dire ah oh, c'est joli, il a sauté la planche. Mais oui, forcément, il y a eu beaucoup d'évolutions avec le temps et ça c'est très marqué dans le cyclocross. Et tu parlais des qualités de Mathieu Van Der Poel. On l'a vu aussi devenir au fil des années, par rapport à ses qualités, entre guillemets, le crossman ultime. Dans les plus grosses années du duel avec Wout van Aert, quand les deux étaient à 100% sur le cyclocross, Wout van Aert avait peut-être un peu plus l'ascendance sur peut-être la force, notamment tous les passages en sable, si je me trompe pas. Mathieu Van Der Poel, la force, il a complètement gommé tous ses points faibles. même sur l'aspect physique en général, Van Aert avait le dessus sur les courses où il y avait du dénivelé ou sur les courses où c'était un peu plus gras, un peu plus dur. Même dans leurs premières années espoir où il y avait vraiment un équilibre avant que Mathieu Van Der Poel prenne le dessus, mais Van Aert aussi passait plus rapidement à plus de routes que Mathieu Van Der Poel, ce qui a joué aussi sur l'évolution de leur duel. C'est vrai. Parce qu'il y a eu enfin, dans les jeunes années, Mathieu Van Der Poel, il allait au Copenhagen Cross, il se prenait une dérouillée et puis il remettait un peu en place. Maintenant, c'est fini, ça. Oui, il a pas de points faibles. Hein. Donc, je pense que même si tu le fais partir avec 2 minutes de retard, il peut quand même te gagner un cyclocross. Ça, c'est ses courses au début de saison où il reprend dernière ligne et il remonte tout le monde, ça. Ouais, enfin, tu le fais partir dernière ligne au troisième virage, il est troisième, donc c'est pas trop grave pour lui ça. Ah, puis là, il a Juste son cumulé retard. tellement de victoires en Coupe du Monde cette année que s'il refait que 7 ou 8 courses l'année prochaine comme il avait fait l'année dernière, il va mettre du temps avant de reculer. Oui, ça oui, Mathieu Van Der Poel qui est premier au classement UCI à l'heure actuelle. Euh, il fallait remonter à 2019-2020 pour le voir terminer en tête du classement UCI au terme d'une saison. Mais justement, par rapport à l'avenir de Mathieu Van Der Poel, j'avais l'impression qu'il y avait une petite interrogation qui traînait un petit peu au long de l'hiver sur qu'est-ce que va faire Mathieu Van Der Poel après cet hiver, après cette saison, en imaginant, même si je prends pas beaucoup de risques, que Mathieu Van Der Poel remporte un 8e titre de champion du monde à Hulst ce week-end.
est-ce que les hivers prochains, on va continuer de le voir en cyclocross, ou est-ce que il va arrêter un hiver, ou arrêter complètement même peut-être, parce que j'ai vu par exemple son père Adrie Van Der Poel qui avait dit à Sportza, je pense que ça lui ferait du bien mentalement de faire ne serait-ce qu'un seul hiver sans cyclocross. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Alors, il y a toujours la question de c'est pas la même chose de ne pas faire de cyclocross et de ne pas se préparer enfin, spécifiquement pour le cyclocross et pour le champion du monde et des choses comme ça. Parce que globalement, il doit avoir 8 courses dans la saison qui sont à 10 km de chez lui. Donc, on au matin, tu vas faire, tu roules 5 minutes et puis, ah, salut les mecs, vas-y, je prends le départ, hop, je gagne la course, petite prime, hop, je rentre chez moi. Donc, C'est l'avantage d'habiter en Belgique, oui. bon, il habite pas en Belgique, a priori, parce que, Ah, je sais plus, j'avais cru voir qu'il habitait en Belgique, mais... il habite en Belgique? Après, même que c'est pas juste d'être en Belgique ou aux Pays-Bas, parce que pour ceux qui sont pas de ce coin-là géographiquement, ça donne l'impression qu'il y a tout qui est en Belgique et aux Pays-Bas, mais il y a tout qui est presque dans juste Oui, oui. 2 provinces et demie de la Belgique et 1,5 des Pays-Bas, et il y a vraiment tout qui est vraiment dans un... Enfin, on prend Anvers, on fait un cercle de 50 km autour d'Anvers, et il y a les 3/4 de la saison de cyclocross belge et néerlandaise qui sont vraiment dans cet endroit-là. Oui, c'est pas tous les Pays-Bas, c'est pas toute la Belgique. Si on va du côté du Luxembourg ou du nord des Pays-Bas, y a rien. Donc, donc là, oui, c'est sûr que c'est assez concentré. Toi, Geoffrey, est-ce que tu penses que c'est une possibilité plausible déjà de voir Mathieu Van Der Poel ne pas faire de cyclocross sur un des hivers qui restent dans sa carrière? Non, parce que en étant tenant du titre, il est automatiquement invité au championnat du monde et il pourrait faire des mondiaux à Rail 2 sans avoir fait un seul cross de la saison et être quand même compétitif. Parce que dans 2 ans, il y a le championnat du monde chez papa, donc ça, a priori, il y sera. Déjà. C'est ça, et s'il continue jusque-là, déjà, ça lui ferait potentiellement un 10e titre de champion du monde. Ce serait une année olympique. Est-ce que derrière... Enfin, pour moi, ça me paraît plus vraisemblable de voir Mathieu Van Der Poel qui se dit cette année, je fais pas de route parce que je vais être champion du monde ou champion olympique de VTT que de le voir ne faire aucun cyclocross pendant l'hiver. Sachant que cette année, on l'a un peu plus revu, mais déjà l'année dernière, il en avait pas fait beaucoup. Il en avait fait... Mais il avait fait quelques courses de la semaine sainte, Il en avait le fait week-end 8 au de fin de total. Coupe du Monde et les mondiaux. Voilà. Ouais, c'est ça. Et il en avait 8 sur 2 fois une semaine presque. Oui, donc c'était très restreint temporellement, là aussi. Puis bon, après, c'est que Mathieu Van Der Poel, pour l'instant, il me semble qu'il est sous contrat avec Alpecin jusqu'en 2028. Voilà, pour voir les choix qu'il veut faire. En effet, 2028, il y aura peut-être la volonté d'aller chercher un titre olympique en VTT. Il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix pour Mathieu Van Der Poel, en tout cas. Mais bon, ça semble pas vous inquiéter la petite inquiétude qui pointait d'un Mathieu Van Der Poel qui ne se pointe pas en cyclocross. Pour vous, c'était entre guillemets tellement facile pour lui et qu'il aime tellement ça que ça va pas lui coûter grand chose. Je sais pas si inquiétude c'est le mot. Oui, en effet. Et puis ça peut être un moyen justement de changer les discours qu'il y a autour de Mathieu Van Der Poel dans le cyclocross, parce que quand son père qui balance dans les médias que peut-être il va arrêter, c'est un moyen d'arrêter de dire que les courses c'est là quand c'est chiant quand il est là parce qu'il écrase tout, il n'y a pas de course, d'un seul coup on se met à parler d'autre chose. Tout en parlant de Mathieu Van Der Poel, donc ça reste... Et donc t'es en train de dire que moi j'ai plongé dans le piège d'Adrie Van Der Poel, pied joint. Je dis pas non plus qu'Adrie Van Der Poel a fait ce piège-là volontairement par rapport à ça, mais si c'est le cas, pour le coup, ce serait pas un truc spécialement bête à faire, parce que justement, on parle d'autre chose tout en continuant à parler de Mathieu Van Der Poel et de cyclocross. C'est pas faux. Mais en tout cas, bon, Mathieu Van Der Poel, cet hiver, il était bien là, il s'est montré, il a fait 12 cyclocross, il a remporté les 12. Bon, voilà. Il y a encore pas grand chose à faire. Un petit mot pour finir sur la partie homme de ce podcast. Un petit mot à propos de Wout van Aert, qui pour le coup a fait son premier hiver sans victoire chez les élites. Alors certes, il a fini que 5 cyclocross, puisque le 6ème, il ne l'a pas fini à cause de sa chute. C'était à Moll, qui du coup est une chute qui
qu'il a blessé. Donc préparation de début de saison sur la route qui est un petit peu décalée. Wout van Aert, si on regarde au total, il a plus devancé Mathieu Van Der Poel depuis ce fameux cyclocross de Benidorm en janvier 2024. Et sinon, avant, il fallait remonter à Zonhoven en janvier 2023. Est-ce que là, il lui manque quelque chose à Wout van Aert pour vraiment encore aujourd'hui gagner des cyclocross déjà? Parce qu'on sait que le talent, j'imagine, il l'a toujours. Ouais, il y a sans doute déjà, il fait plus beaucoup de cyclocross et techniquement, il a perdu un peu. Et ça s'est sans doute joué aussi sur ça, sur le fait qu'il a eu certaines courses avec pas mal de problèmes techniques et des crevaisons. Donc il y a cet aspect-là. Et je pense aussi qu'il est pas très en confiance en ce moment parce qu'il y a un sprint à Zolder qui perd face à Tibor Del Grosso qu'il aurait jamais dû perdre, mais qui mène n'importe comment. On serait cru au Dwars van Wonderen contre Nelson Poles, quoi. Ouais, c'était assez terrible. Donc je pense que de toute façon il n'est pas totalement en confiance, il est pas exactement là où il voudrait être. Après physiquement en fait, s'il avait fait toute la saison, je pense qu'il en aurait claqué un à un moment ou un autre. Enfin, sauf s'il aurait sélectionné que les courses via Van Der Poel, mais je sais plus c'était quoi son calendrier qui était prévu. Il reste très fort. Je pense que s'il s'y remettait à fond, il serait quand même toujours plus fort que tout le monde hors Mathieu. Après, le problème de plus être appliqué à fond dans la discipline, c'est que si tu viens en tourisme, bah, ça a ses limites aussi sur ce que tu peux faire. Donc le fait qu'il gagne pas, c'est juste la conséquence d'un calendrier très restreint de cyclocross sur un hiver. Il n'y a pas d'inquiétude, mis à part le fait de pas engranger de confiance au terme de cet hiver, quoi. Après, il y a des courses où il fait deuxième. Le premier, c'est Mathieu Van Der Poel. En soi, Aussi, c'est aussi, oui. pas inattendu. Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois Wout van Aert actuellement sur ce qu'il a pu faire sur les cyclocross? Sur les cyclocross, je pense pas qu'il soit là avec la même optique que Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, on a vraiment l'impression qu'il vient pour faire la cyclocross, pour faire une partie de saison de cyclocross et aller récupérer le titre de champion du monde tout en se préparant à la route, mais avec un vrai objectif sur le cyclocross. Alors que Van Aert donne l'impression d'être vraiment là juste pour faire de la préparation par rapport à la route et faire quelques exercices physiques, mais il a un calendrier qui est beaucoup plus léger depuis quelques années. Mais parce qu'il a l'envie et ou la contrainte de ses employeurs d'avoir une saison sur route beaucoup plus chargée que Mathieu Van Der Poel. Parce que Mathieu Van Der Poel, il est là sur les classiques et il est un peu en électron libre à côté. Oui, c'est vrai qu'Alpecin, c'est Mathieu Van Der Poel, alors que Bah, Visma, c'est pas que Wout van Aert. Et quand on compare la nécessité d'avoir une force physique sur le Tour de France, les deux ont des étapes qui sont pour eux où ils sont un peu en électron libre. Mais à côté de ça, sinon, Mathieu Van Der Poel, il bosse pour Jasper Philipsen, alors que Van Aert bosse pour Jonas Vingegaard. Et il y a une des deux nécessités qui nécessite d'être un peu plus à fond physiquement en juillet. Ouais. Et c'est pas possible d'être à fond en montagne au juillet et à fond sur les pavés et les monts en avril et à fond en cyclocross en décembre-janvier. Pas par rapport au fait que ça fait beaucoup de bois, parce qu'il y a des coupures entre-temps, mais par les nécessités physiques émanantes aux différents terrains. Donc il y a un côté logique, entre guillemets. Il y a un côté logique maintenant par rapport à Wout van Aert. La question qui va se poser, c'est il va avoir 32 ans cette année. Sans être très vieux, il est plus tout jeune non plus. Qu'est-ce qu'il veut pour la suite de sa carrière? Est-ce que la priorité pour lui c'est de redevenir champion du monde de cyclocross ou est-ce que c'est d'aller gagner le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix? Oui. Enfin, il est triple champion du monde de cyclocross, c'est très bien. En remporter un quatrième, ce serait bien pour lui parce qu'il y aurait le narratif, on se dit qu'il a réussi à rebattre Mathieu Van Der Poel presque 10 ans après. Parce que c'est déjà une dizaine d'années, hein, ces titres de champion du monde en cyclocross. C'est vrai. Alors que sur la route, si on remonte en 2019-2020 et on se dit dans 5-6 ans, Van Aert il aura toujours gagné ni Roubaix ni le Ronde 2. On n'y aurait presque pas cru. Parce que dans le début de carrière que donnait, pour reprendre la comparaison Van Aert-Van Der Poel,
on se serait attendu à voir Van Aert briller sur les classiques peut-être avant Mathieu Van Der Poel. Mhm. Les résultats, là, cette année, on se demande si Mathieu Van Der Poel va pas encore accumuler des records sur ces deux classiques-là, alors que Van Aert l'a toujours gagné, ni l'une ni l'autre. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté où en cyclocross, il a tout gagné, il peut aller chercher des victoires, mais ça serait une victoire de plus, alors que sur la route, bah, il a que Milan-San Remo comme monument, il n'a pas gagné le Tour des Flandres, il n'a pas gagné Paris-Roubaix, et on sait que lui a un sacré objectif là-dessus. La Belgique a de grosses attentes sur lui là-dessus également. Ah bah, pour aller souvent couramment au Tour des Flandres, tous les supporters flamands sont à fond pour Wout van Aert. Hein. Là, il y a pas de sentiment partagé où ça se mélange entre plusieurs coureurs. Hein. C'est vraiment tout pour Wout van Aert. Donc voilà, faudra voir au fil du temps. Il faudra voir déjà cette année sur route comment est-ce qu'il arrivera à se comporter. Après sa préparation qui a été un petit peu retardée à cause de sa chute à Moll, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Faudra aussi voir est-ce qu'il va Ouais. réussir à faire plus de 6 mois sans voir une grosse chute, parce que malheureusement, ça. Bah aussi oui. Hein. Enfin, on a l'impression que depuis la chute dans le contre-la-montre sur le Tour de France 2019, que les gros pépins, ils les enchaînent, parce que ça commence à faire beaucoup. Et c'est impressionnant de revenir à très haut niveau à chaque fois, mais au bout d'un moment, Oui, au bout d'un moment, ça freine sa il pourra plus. progression Hein. et on se dit, bah, à cause de tout ça, il a manqué quelque chose. Il y a toujours la question de est-ce que c'est bien qu'il se fasse l'équipier dans une équipe au lieu d'aller dans une plus petite équipe et d'être tout pour sa gueule et de pouvoir viser complètement ses objectifs, quoi. Donc, Ah, bon, ça c'est autre chose. Sur ses objectifs, c'est le leader numéro un chez Visma, mais il n'y a pas que ses objectifs à son programme sur la route. En effet, alors que Van Der Poel, lui, il n'a pas besoin de faire l'équipier en montagne sur le Tour de France, par exemple. Mais bon, après, ça c'est les choix de chacun et aussi les qualités de chacun. Wout van Aert, il a il a des qualités qui peut-être pourront donner des regrets à certains supporters belges de ne pas voir un monument autre que Milan-San Remo à son palmarès avant d'attaquer la saison 2026 sur la route. À présent, on va passer au bilan de la saison chez les femmes, parce que chez les femmes aussi, il s'est passé pas mal de choses, on va pas les oublier, évidemment. Je vais vous faire également le petit récapitulatif des classements. Bon, là, on a Lucinda Brandt qui a dominé, je veux le dire, hein, je vais le dire à votre place, hein, je vous mâche le travail, la Coupe du Monde en tout cas, s'est imposée avec quasiment 100 points d'avance sur sa dauphine Annick van Alphen en ayant manqué 2 manches. Voilà, alors que Mathieu Van Der Poel, c'était 60 points d'avance. Lucinda Brandt, elle a fait encore mieux. 8 victoires en Coupe du Monde et s'impose donc au général devant Annick Van Alphen et Amandine Fouquenet. Lucinda Brandt est également en tête du X2O Trophée. Je dis également en tête, elle va le remporter puisque mathématiquement c'est fait. Il reste 2 manches et elle a quasiment 12 minutes d'avance. Donc c'est validé, le X2O Trophée pour Lucinda Brandt. Et il reste un peu de suspense au classement du Super Prestige à une manche de la fin. Annick Van Alphen est en tête devant Amandine Fouquenet qui a 7 points de retard. Et on a en troisième position Inge van der Heyden. Amandine Fouquenet qui a d'ailleurs 2 victoires en Super Prestige cette saison. Mais on y reviendra, on en reparlera de la française. Déjà, comme ça, après ce petit panorama d'ensemble rapide des principaux classements, qu'est-ce que vous retenez de cette saison dans l'ensemble chez les femmes? bah, c'est une saison un petit peu frustrante parce que effectivement, il y a Lucinda Brandt qui a beaucoup dominé. On a manqué Alvarado pendant une partie de la saison, on a manqué Puck Peters pendant une partie de la saison. Il y a Fem Van Empel qui s'est retiré très vite des soucis personnels. Et du coup, ça laissait un peu le champ ouvert à Lucinda Brandt qui en plus est peut-être au mieux de sa carrière en ce moment, que ce soit techniquement ou physiquement, qui du coup était très dur à prendre. Après, on a eu des très belles surprises avec Van Alphen, avec Fouquenet, mais qui n'ont pas toujours réussi à rivaliser avec la néerlandaise. C'est un peu comme chez les hommes, tu as eu plein de coureuses qui se sont révélées, des jeunes qui ont montré le maillot, qui sont allés dans les hauts des classements, qui ont joué des podiums, des victoires. Et du coup, tu as eu beaucoup de rotation aussi dans les coureuses, donc qui a fait que la saison était globalement
bien chouette à suivre, avec tout un pan de il y a elle, il y a elle, et il y a elle, et puis pas forcément que des néerlandaises. Enfin, pour le coup, par rapport aux hommes, l'avantage c'est que c'est un peu plus multiculturel. Euh, mais en tout cas, la saison était belle à suivre. Après, ça a manqué souvent de suspense sur la victoire sur les courses. Mais en tout cas, c'était quand même plaisant. Ouais, c'est peut-être surtout la fin de saison qui t'a plu, entre guillemets, avec la montée en puissance de Céline Alvarado, la montée en puissance de Puck Pieterse, notamment. Notamment, le moment où Alvarado est redevenu très compétitif, je trouve que ça a quand même débloqué un peu le truc. Il les gagné ou pas d'ailleurs, mais ça redevenait un peu plus intéressant. Après, ça dépendait des courses. On a eu Flamanville où il n'y avait pas Lucinda Brand, et Van Alphen a gagné confortablement. C'était comme une super course. Euh, mais en tout cas, la fin de saison était un peu plus riche en termes de courses sur les suspens, sur l'intérêt des courses, sur le narratif des courses. Après, le début de saison était chouette aussi avec Ezazola, avec plein d'autres coureuses qui ont fait des belles choses. Ouais, donc il s'est quand même passé pas mal de choses. Geoffrey, toi, qu'est-ce que tu retiens dans l'ensemble de cette saison? Pareil, oui, forcément la domination de Lucinda Brandt, mais comme il l'a dit, il y a des circonstances qui ont emmené ça. Fem Van Empel qui arrête, qui met en pause sa carrière, vraiment une grosse surprise, parce que c'était très inattendu. Derrière, ouais, forcément, Pac Peterse et Céline Alvarado qui reviennent plus tard et qui, le temps de se remettre en route, enfin, Brandt était en forme exceptionnelle. Elle fait clairement pas ses 37 ans. Euh, Derrière, je retiendrai aussi le fait que, enfin, il y a côté néerlandais, il y a le retour de Shirin Van Roy, qui fait très plaisir à voir Aussi, c'est vrai. en cyclocross après une petite absence et la présence des Françaises. Enfin, il y en a évoqué Amandine Fouquenet qui a gagné des courses, mais il y a aussi d'autres jeunes qui arrivent. Célia Géry qui fait de très belles courses, Amandine Muller aussi, les deux ont 20 ans. Voilà quoi, j'ai le, le Koppenberg pour la présence des Françaises en début de saison, c'était assez dingue de voir un classement où les Françaises sont mieux classées que les Néerlandaises si on regarde d'un point de vue collectif. Pas souvent que ça arrive. Ouais, c'est vrai qu'on avait Célia Géry deuxième, Hélène Clausel quatrième, Amandine Muller sixième et Amandine Fouquenet huitième. Moi, à ce moment-là, 1er novembre, je me dis, mais on est parti sur un truc de zinzin avec les Françaises, là. Puis c'est ce qui a donné 2 victoires en super prestige par Amandine Fouquenet. Donc ouais, il y a ça aussi qui était chouette à suivre. Et puis voilà quoi, enfin la saison de Célia Géry qui fait plein de top 10 en Coupe du Monde, qui a gagné des manches qui a gagné quelques courses en début d'année, qui est championne de France. Enfin, elle a 20 ans. Ouais, On l'a vu aussi jouer les podiums en Coupe du Monde dès cette année. Donc Bah, c'est ça, ouais. Benidorm, elle passe pas loin du podium, quoi. Même Gavereux, je me souviens qu'elle fait une très belle course, même si bon, les autres étaient devant. Enfin, ça fait plaisir de voir des Françaises. Enfin, de plus avoir à se dire, on a Marion Norbert-Ribérol comme française de substitution dans les courses. Parce qu'en plus, côté masculin, on va dire qu'on a un petit creux générationnel. c'est vrai, mais là pour le coup, Donc, il y avait de quoi voir. Et puis Johan évoquait le fait qu'il n'y avait pas que des Néerlandaises. Il y en avait beaucoup, encore une fois, mais il n'y avait pas que des Néerlandaises. Christina Zemanova, Sarah Casasola, les Françaises, notamment Amandine Fouquenet, Marion Norbert-Ribérol qui s'est montré aussi un petit peu. Donc c'était intéressant à suivre sur cet aspect-là oui, également. et puis d'autres jeunes qui arrivent. Enfin, Victoria Schladenova qui fait une très belle fin de saison. Il y a côté canadien Raphaël Carrier qui est C'est vrai. techniquement espoir première année, mais qui a déjà fait quelques top 10 en Belgique. Qui a même fait podium. Qui a Podium même à fait Gulegem, podium. ouais, tout à fait. Donc, enfin, non seulement il y a un renouveau, mais il y a un renouveau en plus avec plein de pays, parce que autant côté masculin, bon, c'était surtout des drapeaux belges et néerlandais, mais on va dire il y avait deux drapeaux côté féminin ces dernières années, il n'y en avait qu'un seul. Oui.
C'était bleu, blanc, rouge, mais pas dans le bon sens pour nous. Et c'est bien de voir, de récupérer un truc un peu plus varié. Et en plus, un bonus dans le lot, il y a quelques Françaises qui sont là, donc On va pas s'en plaindre. ouais, on va pas s'en plaindre. Euh, Justement, par rapport aux Françaises, la Française qui a marqué l'hiver, c'est évidemment Amandine Fouquenet, qui est donc allée chercher quand même 2 succès en super prestige. C'était, je reprends pour pas me tromper, à Zolder le 23 décembre et à Gullegum le 3 janvier. C'est devenu donc la première Française tout simplement à remporter des manches de super prestige. Pour une Française remporter un cyclocross international de ce niveau, il fallait remonter à 2017, à l'hiver de 2017-2018, avec Pauline Ferrand-Prévot, donc ça date un petit peu. Et quand on voit Amandine Fouquenet comme ça qui réussit, là va avoir 25 ans d'ici quelques semaines, à faire cette saison de cette qualité-là. euh, Comment est-ce qu'on peut expliquer la progression et la façon dont Amandine Fouquenet est allée chercher tous ces super résultats par rapport à ce qu'elle avait montré les hivers passés? Déjà, il y a la progression de la coureuse qu'on avait déjà vu forte physiquement, parfois un peu plus compliquée sur des placements ou des techniques, et qui là, au fur et à mesure de la saison, a pris pleinement confiance dans ce qu'elle pouvait faire et dans la force qu'elle pouvait avoir et l'intensité qu'elle pouvait mettre sur les courses. Donc forcément, ça l'a fait hausser dans le classement. Enfin, elle est plus vieille. Je pense qu'il y a un côté où là, elle a pas de saison de route à préparer, donc elle a pu se focus à 100% sur le cyclocross. Elle a pas les stages d'équipe avec Arkea à faire. Le côté, ah oui, il faut préparer la saison de route. Si non, tu prépares la saison de cyclocross, tu mets tout sur la saison de cyclocross. Elle a ses proches autour de lui pour lui faire pour lui faire tout son encadrement, donc elle a pu être sereine là-dessus. Et puis après, elle fait des très très bons départs en ce moment aussi, donc ça l'aide aussi à se placer dans la course et à pas avoir un temps à rattraper sur les autres coureuses. Je pense qu'il y a un cumul de plein de choses comme ça qui fait que tout d'un coup, elle est sur le haut du classement. Après, il y a aussi, on parlait du fait qu'il manquait certaines courses, ça a pu l'aider aussi à se mettre en confiance au début de saison, de pouvoir jouer les premiers rôles derrière Lucinda Brand, enfin, pour des podiums, des victoires. Euh, Dans Super Prestige, elle fait un podium très tôt dans la saison, ça a dû la lancer très bien sur la saison. C'est vrai, oui, après voilà, forcément, physiquement il faut tenir, mais sa première course de l'hiver, rue d'Arvord, elle fait troisième. Forcément, là tu démarres quand même plutôt pas mal en confiance, avec c'est vrai que comme tu l'évoquais Johan, il y a le fait qu'elle avait pas de saison de route à préparer, parce que pour l'instant sur la route elle n'a rien. Avec l'arrêt de l'équipe Arkea BNB, elle avait continué sur la fin 2025 avec des petits sponsors personnels et encore son équipement Arkea BNB. Mais au 1er janvier 2026, elle n'avait rien. Elle a fini par trouver un accord avec la Powells pour rejoindre la Powells. Ça a été annoncé, je crois, le 28 décembre, donc très tard. Mais du coup, on va la voir rejoindre, enfin, on l'a vu déjà rejoindre, une des meilleures équipes spécialisées en cyclocross. Ça aussi, ça peut jouer dans la progression qu'on devrait la voir continuer à faire sur les prochains hivers. Ça va l'aider énormément. Parce que le narratif pour le début de la saison, c'est justement qu'elle n'avait pas d'équipe et qu'on était inquiet pour elle pour la suite. Donc quand bah, évoquer sa troisième place en début de saison Rutherford, sur le moment, je me dis, c'est bien, elle fait un podium, même si c'est de justesse, c'est sur un sprint, elle fait 3, mais elle aurait presque pu faire 4, ça aurait entre guillemets presque été pareil. Sur la course, je veux dire. Mhm. Et derrière, avec tous les top 10 qui se disent, je me dis, pour la vache, elle en veut vraiment, elle veut récupérer son contrat. Et je m'attendais pas à ce que ça vienne comme ça, mais ça a été que de mieux en mieux. Parce que, enfin, quand on évoquait tout à l'heure Zonhoven fait côté féminin comme une des meilleures courses de l'année, enfin, elle est devant Van Boy, devant Van Alphen et tout le monde, et elle est juste derrière Alvarado, Brandt et Peterse. Donc, c'était une présence sur une course épique où elle était vraiment avec les meilleurs. Et là, elle est en passe de jouer la médaille sur les mondiaux.
Et quand on regarde la manière dont elle court, on voit une marge de manœuvre qu'elle peut avoir, parce que physiquement, elle est très forte. Techniquement, il y a une belle marge de progression. Et le fait de courir en Belgique, ça va pouvoir l'aider, je pense. Et ce qui va aussi pouvoir l'aider, c'est qu'elle s'est vraiment imposée cette saison comme une des coureuses sur qui il faut compter. Et dans les courses en Belgique, encore plus dans les courses en Belgique, ça va peser parce que les tracés belges avec des routes qui font 2 mètres de large, où il y a la place que pour un coureur qui respecte pas le classement UCI, avec des virages dans tous les sens, où il n'y a qu'une seule trajectoire, ça force à avoir des coups d'épaule et des coups de coude de partout. Et je pense qu'il y a beaucoup de coureuses maintenant qui vont se dire non, non, la française, faut pas trop la tasser, parce que sinon, dès qu'il va y avoir un faux plat montant un peu long, elle va balancer une mine et on va pas être en mesure de la suivre. Donc faut pas trop l'énerver. Et enfin, ça va pouvoir jouer aussi à ce qu'elle soit devant. Et c'est ça rejoint ce que Johan disait quand il évoquait le fait qu'elle démarrait un peu plus haut et que du coup ça l'aidait à faire des départs, parce qu'elle a fait des départs vraiment excellents. C'est devenu une des références sur les débuts de course. Je veux dire, les débuts de course côté féminin les autres années, à part dire il y a Marie Schreiber qui va faire un départ à fond, elle va faire le all shot et derrière elle va s'effondrer. Maintenant c'était Amandine Fouquenet qui le faisait, sauf qu'elle tenait longtemps, parce que à part quelques courses dans le sable, surtout décembre, janvier, elle sort jamais du top 4. Oui, bah si on regarde depuis sa victoire à Zolder, elle est pas sortie du top 4 en effet. Et c'était à Zonhoven. C'est son seul cyclocross terminé hors du podium depuis Zolder. Donc elle est sur une sacrée dynamique. Ça c'est quand même pas mal. Et est-ce que aussi ce qui a pu jouer dans sa saison, dans sa performance, dans sa progression, c'est le fait de venir encore davantage sur des crosses en Belgique, parce que j'ai fait le compte sur les manches de Coupe du Monde. Elle en a fait légèrement plus. Elle était à 10 l'hiver dernier, à 8 l'hiver précédent. Mais les deux derniers hivers, hors Coupe du Monde, elle n'avait fait qu'un seul cyclocross en Belgique. Alors que là, cet hiver, elle en a fait 8 hors Coupe du Monde. Est-ce que ça joue aussi dans un aspect de prendre de l'expérience sur ce genre de terrain, ce genre de circuit, ce genre de parcours, et aussi tout simplement se battre face aux meilleurs? Plus que sur les types de circuits, parce qu'on peut pas non plus comparer Oui, il y a des différences. euh, je sais pas, Nîmes qui se fait sur le parking d'une usine qui fabrique des sacs de sable, et la cuvette de Zonhoven, Certes. ou les zigzags dans tous les sens qu'il y a sur certains tracés, ou les dunes, ou le dévers de Namur, enfin, ou la boue dans la descente, et la montée pavée du Koppenberg à Oudenaarde en début d'année. Enfin, mais sur l'avantage, on va dire, qu'il peut y avoir à courir autant en Belgique, c'est déjà, oui, comme tu disais, être face aux meilleurs en permanence. Et c'est ce qui a fait progresser, par exemple, Felipe Hertz côté masculin, même si c'est pas été un progrès qui est comparable à ce qu'a fait Amandine Fouquenet, qui s'est montré au-dessus. Le fait de résider en Belgique, dans cette zone-là, pendant un temps, ça fait que il y a une décharge d'énergie qui est pas à mettre dans le transport, dans la gestion logistique et tout ça, parce que si tu habites au bon endroit, Oui, comme on disait la- pour Van Der Poel tout à l'heure, t'as tous les crosses à côté. c'est ça quoi. Elle termine son cyclocross à 14h30. Selon s'il y a podium ou pas, ou s'il y a faire quelques interviews à l'arrivée, ça peut être à la maison à 16h30, 17h. Ouais, ça c'est quand même bien Donc appréciable. c'est mieux que quand il y a à faire une chambre d'hôtel entre le samedi et le dimanche, et que derrière il faut se taper 8 heures de bagnole pour rentrer chez soi. Ouais, forcément. Mais c'est vrai que oui, justement, Amandine Fouquenet disait qu'à partir de maintenant, elle allait passer 6 mois de l'année en Belgique, justement pour la favoriser par rapport à toute cette proximité géographique de tous les cyclocross. Et le fait d'être chez la Powells maintenant va pouvoir l'aider. Maintenant, il reste une interrogation. L'année dernière, elle était chez Arkea, elle faisait de la route et du cyclocross. Là, elle a que Powells pour le cyclocross, elle a rien pour la route encore. Est-ce que y a une petite inquiétude à ce niveau-là ou pas? C'est mieux si elle avait quelque chose, mais si elle fait au moins quelques petites courses par moment. Dans le pire des cas, je me dis il y a quelques points et points 2 en France,
ou ailleurs, où elle pourra faire partie d'une équipe mixte, où il y a parfois des sélections de comités ou autres, qui sont pas des sélections de comités, qui sont un peu fourre-tout avec les coureuses qui aimeraient être là. Donc ça, dans le pire des cas, elle sera à même d'en faire quelques-unes. Après, est-ce que c'est pas dommage aussi qu'il y ait aucune équipe française, enfin, est-ce que c'est pas dommage aussi qu'elle se soit pas retrouvée au bout du compte avec un accord avec une équipe française? Ça peut toujours venir sur une partie de la saison. Ouais, ok. On va pas être défaitiste. En se disant que Bah, l'accord avec la Powell, il a été annoncé le 28 décembre. c'est ça, on était le 23, 24, on était au moment de Noël, on se disait peut-être qu'elle a pas de contrat pour la semaine prochaine, et puis elle se retrouve chez Powell le 28, donc... Ouais. Bon, elle avait un maillot de championne de France bien moche, mais l'important c'est qu'elle pouvait avoir un maillot, quoi. Ouais, c'est mieux que ce soit Célia Géry qui ait gagné. Oui, à ce niveau-là, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que le fait de voir un drapeau belge sur le maillot de championne de France, ça faisait un peu mal au cœur, mais bon, ça c'est autre chose encore. Le principal, c'est qu'elle ait pu retrouver une équipe, et puis avec la Powell, elle est pas trop mal lotie non plus. Après tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast, mais avant de finir, on va se pencher bien évidemment sur les cyclocross qui arrivent, à savoir les championnats du monde de cyclocross tout simplement. Pour rappel, on aura vendredi le relais mixte, et ensuite on aura samedi les courses junior dame, espoir homme et élite dame, et dimanche c'est l'inverse, junior homme, espoir dame et élite homme. Alors donc le parcours, c'est à Hulst, un parcours qui, comme à chaque année sur les championnats du monde, a un petit peu bougé, c'est les mondiaux, donc on fait des modifications un petit peu dans tous les sens. Geoffrey, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ou brièvement, comme ça, nous vulgariser ce parcours? Il peut sourire à quel type de coureur dans l'ensemble? Bah déjà par rapport pour ceux qui ont en tête les Hulls des dernières années, où il y a les énormes montées, énormes descentes autour des remparts, il y aura un petit peu ça, mais pas autant, parce qu'il y a une portion qui est rajoutée pour aller dans un champ un peu sur l'extérieur de la ville, juste pour caler une immense tribune VIP et les fan zones pour les supporters belges et les supporters néerlandais, comme ça avait été testé à Liévin l'année dernière, qui était à moitié vide parce que les spectateurs préféraient aller ailleurs sur le circuit qu'une zone forcée sur l'extérieur qui intéresse pas grand monde. Mais bon. Oui, surtout que là, la zone VIP, elle a pas l'air très intéressante visuellement. Ouais, c'est un carré dans un champ où, enfin, ça permet de tous les entasser à un endroit. Et ouais. Sinon, derrière, il garde les parties boueuses et des parties techniques, enfin boueuses le long du petit canal qui est au pied des remparts, qu'on va même traverser plusieurs fois parce qu'il y a 3 ou 4 pontons qui sont là que pour les mondiaux qui ont été créés, pour passer au-dessus de ça et avoir un peu d'autre liberté sur les endroits où on va passer, que ce soit à côté du moulin ou ailleurs dans les remparts. Qui va changer par rapport aussi aux courses qu'il y avait les autres années, c'est que les portions dans les remparts se retrouvent à être vraiment dans la première moitié du circuit et plus loin de l'arrivée. Donc même si ça aura des énormes impacts forcément sur ce qu'il va y avoir ensuite, il pourrait y avoir potentiellement des retours ou des réorganisations si les écarts sont pas encore là sur la première partie. Ce qui pourrait rendre la course un peu plus intéressante pour moins faciliter la tâche à quelques coureurs qui seraient au-dessus d'un point de vue purement technique dans la manière d'aborder les grosses descentes, ou physique sur les grosses montées qu'il y a au début. Mais là, avec la météo qu'il y a aujourd'hui et qui est annoncée dans les prochains jours, ça risque d'être très humide. Et c'est un tracé où il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup d'humidité pour que ce soit très humide et très gras et que ce soit un vrai bourbier. Et là, ça tend à être quelque chose qui pourrait l'être, donc ça promet de faire des écarts assez conséquents, mais sur une course qui peut être usante, des écarts qui est quand même possible de remonter par la suite, un peu comme ce qu'on peut voir sur des tracés comme Zonhoven, où un coureur peut avoir, ou Gavereux certaines années quand c'est un chantier, où un coureur peut avoir 20 ou 30 secondes d'avance et quand même se faire reprendre par la suite. Donc tu sens que ça va être plus une course d'usure qu'une course qui va miser sur la technique ou la force ou je sais quoi encore.
Pour toutes les catégories sauf les élites hommes, oui. Oui, bon, les élites hommes, ça va être Van Der Poel, mais, mais Bah, les derrière. élites hommes, quel que soit le circuit, Oui, il il y a pourrait vraiment faire quoi un faire. cyclocross où il n'y a rien d'autre qu'un énorme oval en terre où il se passe rien. Mathieu Van Der Poel pourrait quand même le gagner avec 2 minutes 30 d'avance. Et du coup, si on regarde déjà, alors, chez les hommes, bon, je veux pas faire l'affront de vous demander qui va être champion du monde. Il y a Mathieu Van Der Poel qui va clignoter très fort, mais qui peut. J'ai un prono à la con, si tu veux. Ah, vas-y, ça faisait longtemps, vas-y, Johan. J'ai Gerben Kuipers, champion Ok. du monde. Garben Kuipers, qui, je vais reprendre la start list. J'avais cru voir, c'était. Ah non, c'est pas le Belge qui est le moins bien classé au classement UCI, puisqu'il y a Jente Mikkels et Ton van de Bosch qui sont derrière lui au classement. Non, si, Garben Kuipers, si, complètement. 34e au classement UCI, mais tu te dis, il y Non, a un non, truc mais à faire. qui fait des. Faut bien sortir un nom bizarre. Non, non, mais qui a fait des très belles courses dernièrement, qui jouait l'équipier, qui faisait des top 5, top 10. Enfin, c'est pas que le classement ici. Voilà. Oui, non, mais c'est pas complètement sorti du chapeau. Ok. On va Et puis rassurer un qui aime peu tout bien le monde. et qui aime bien aussi les conditions un peu difficiles. Ok, bah on note Garben Kuipers, qui fait partie de la cohorte belge qui sera au départ, pour aller viser des places sur le podium. Du coup, Johan, tu mets Garben Kuipers et en deuxième sur le podium, aux côtés de Mathieu Van Der Poel et Garben Kuipers, donc. Attends. Non, bah probablement Thibaut Nice, hein, je pense. Mais... Très bien. Et Geoffrey, qui est-ce que tu verrais sur le podium, toi? Il reste 2 places derrière Mathieu Van Der Poel. Il ne peut en Ouais, prendre qu'une alors, seule. je pense pas qu'il y aura un nouveau triplé Alpecin. Oui, on en a eu 2 sur les 2 manches du week-end Ça. dernier. Même si Aurora 2 ça a bien été aidé par le non-sprint de Thibaut Nice. Ouais. Je dis, si physiquement il va mieux, parce qu'il était malade ces dernières semaines, Michael Van Torenhout pourrait potentiellement bien s'en sortir. Je me demande s'il y aura à un moment ou un autre un petit duel épaule contre épaule entre Ryan Camp et Michael Van Torenhout. Mais sinon, je crains que Mathieu Van Der Poel soit loin devant et que derrière, ça se joue entre quelques personnes. Physiquement, s'il est en forme, Tonarts peut potentiellement faire quelque chose là ici. Mais Nice, Van Torenhout aussi, et Le choix côté est dur. belge, Il y a beaucoup de peut-être prétendants. juste Del Grosso. Non, enfin, il y en a beaucoup, mais ça se joue peut-être plus. Enfin, pour moi, il y a Van Der Poel qui est devant, et derrière les médailles, ça se joue à 4 entre Hart, Van Torenhout, Nice et Del Grosso. Mais pour Van Torenhout, il y a l'inconnu physique par rapport à son état de forme sur le dernier moment. Et sur le circuit de Dals, on n'est pas à l'abri non plus qui est une surprise qui arrive en raison d'une chute d'un favori à un moment ou à un autre dans une descente. D'où Garben Kuipers cité par Johan. Voilà. il avait tout compris. Surtout que si ces dernières courses, il avait tendance à rouler devant pour les autres. Donc s'il roule devant et que derrière lui, ça se casse la gueule. Voilà. Ça, il se passe devant, Michael Van Torenhout fait la cassure, ça se regarde pendant un moment. L'habitude des stratégies Powell, ça. Mais ouais, puis bon. Personne en tout cas cite Nils Van de Putte, qui est le dernier coureur à avoir gagné à Hulst chez les hommes. Donc on est vraiment sur le côté Nils Van de Putte, il est toujours là, mais personne pense à lui. Je note. Et il est toujours là, mais en même temps, il fait 40 crosses par an. Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, il me semble que ce sera le seul autre coureur au départ à avoir déjà gagné à Hulst avec Mathieu Van Der Poel. Puisque sinon, on avait Tom Pidcock en 2022, mais qui n'est pas présent, et Eddie Zerbit en 2020, qui n'est pas non plus présent, puisqu'il a mis un terme à sa carrière. Maintenant, vos pronostics chez les femmes, monsieur. Là, on va pouvoir passer à la victoire, déjà. Johan, là, je te sens encore davantage d'attaque. Quel est ton pronostic, ta favorite pour la victoire? Moi, celle qui se trouve enfin, une des meilleures dynamiques et qui est très en forme et qui est une vraie gagneuse, pour moi, je dirais Céline Alvarado, qui va arriver sur un terrain qui lui convient, qui va avoir
une bonne dynamique, qui s'est pas cramé sur les Coupes du Monde forcément comme peut-être Puck Peters, ça peut laisser un peu plus de jus. Qui va arriver dans les bonnes conditions, et c'est une Brand qui va pas forcément être bien, elle sait gérer, elle sait rouler, elle sait garder ses forces pour le dernier tour. Moi je la vois bien gagner. Ok, Geoffrey, ton pronostic pour ce mondial côté féminin. Je pencherai pour Puck Pieterse, qui est aussi en grande forme ces derniers temps, qui a les capacités pour vraiment briller sur ce tracé, et qui en plus de ça, les 3 dernières courses qu'il y a eu là, elle en a gagné 2 et elle était dans le coup pour une autre, même s'il y a eu la victoire surprise de Marie Schreiber. Elle était vraiment forte, alors qu'elle avait fait un peu moins elle était dans une dynamique qui était moins celle qui était là, mais elle avait réussi quand même à exister, donc je pense que ça peut vraiment lui réussir, et ça peut être l'occasion pour elle de gagner ce titre de championne du monde. Bon, bah, du coup, personne ne cite Lucinda Brandt, la vainqueur de la Coupe du Monde. Et une Amandine Fouquenet aussi, par exemple. Est-ce qu'elle peut prétendre au podium? Prétendre au titre dans l'absolu. Ah, j'aime entendre ça, Johan. Même si dans les faits, je serais Bien. surpris si le podium c'était pas Alvarado, Brandt et Peters dans un ordre qui reste à définir. Oui, ça reste les 3 Désolé de favorites. Et t'avoir fait derrière. redescendre tes émotions Non, aussi vite, mais Mathieu. voilà. Moi, j'ai envie de rêver et toi, t'es plus terre à terre. Bon, bah, je comprends aussi, hein. Voilà. Ça fait pas de mal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais oui, forcément, Brandt, Peterson, Alvarado, c'est les 3 favorites. Derrière, Amandine Fouquenet fait partie des outsiders. Mais en deuxième rideau, quoi. Disons qu'elle elle a jamais gagné avec de la marge sur les autres, ce que les autres ont déjà fait. Donc elle part de plus loin, enfin, le potentiel est un peu moins gros, donc forcément ça peut arriver, il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir la bonne course, le bon moment, ça peut, enfin, elle comme Casasola par exemple peuvent être championnes du monde, mais c'est pas forcément les favorites directes. Et après, sur l'ensemble des catégories, est-ce qu'on peut avoir déjà des médailles et aussi déjà des titres pour l'équipe de France? Et les jeunes, ce serait une déception de ne pas avoir de titre. Ouais, parce que pour le coup, chez les jeunes, on a pas mal de réussites. Avec Aubin Sparfel chez les espoirs hommes, Célia Géry chez les espoirs femmes, j'ai Sorène Bruyère-Joumard chez les juniors hommes, Lise Revol Lise chez Revol. les juniors femmes. J'ai tout bon, j'ai bien suivi cet hiver, Geoffrey. Il y a un Oui. monde où ces 4 courses-là, c'est 4 victoires françaises. Hein. Ah, j'aimerais bien être dans ce monde, mais j'ai peur que que ça fasse un peu beaucoup. Mais C'est quasiment, chez les filles, c'est 2 favorites en soi, et chez les hommes, Swan Brouillard, c'est peut-être même le favori chez les hommes, mais c'est un peu plus aléatoire chez les juniors hommes. Et chez les espoirs hommes, il y aurait pas David Averding, ça serait le favori au Bas Parfel, donc c'est quand même pas très loin du compte. mais mais il y a un mais, il y a David Averdings, ouais, le néerlandais chez les espoirs, qui a remporté le général de la Coupe du Monde d'ailleurs. Puis chez les juniors, j'avais noté notamment les Italiens Pezzorosola et Grisoli. Ça fait partie des principaux noms. Enfin, en tout cas, qui Après, étaient. oui, tu Qui peux avoir étaient Gilles Lejeune, tu peux avoir Noval, l'espagnol, enfin, ça peut. oui, oui, bien sûr, tout à fait. Voilà, j'ai cité les 2 Italiens qui étaient premiers et troisième au général de la Coupe du Monde chez les juniors, avec Soren Bruyère-Jomard au milieu. Mais oui, en Et effet. chez les juniors hommes, on n'est jamais à l'abri d'avoir un coureur qui n'a pas fait de course UCI ou quasiment pas, qui est classé 300e et qui se retrouve Ah, on n'est pas à l'abri de à surprise, oui. venir jouer la gagne. Ça, ouais, c'est. L'année où Simon Andreasen avait gagné, par exemple, alors il avait montré des trucs en VTT, mais on l'avait jamais vraiment vu en cyclocross, et ça n'a pas empêché d'aller gagner un titre chez les juniors. Donc, on va pas crier victoire trop vite, on va y aller tranquillement. On voit juste que, là, je vois au palmarès, on sort de 2 victoires italiennes, et avant, c'était Léo Bisio. Donc, on verra si ce sera France, Italie, Belgique, autre. Je ne sais pas, on verra. Et donc, du coup, allez, votre pronostic pour nombre de médailles et le titre pour l'équipe de France?
Ça pourrait être quoi? Sachant qu'on a aussi le relais mixte. Les Français sont peut-être pas favoris vu la compo des Pays-Bas notamment, mais il y a de quoi aller chercher une médaille là aussi. Oui, bah après, si les Pays-Bas se foirent, il y a même de quoi aller chercher le titre, en absolu. Mais Oui, ça serait décevant de ne pas avoir une médaille sur le Royal Mix, ça serait décevant de ne pas avoir une médaille dans toutes les autres catégories. Après, on peut même partir sur 3 titres, c'est pas démentiel hein, dans l'idée. allez, j'aime cet optimisme. Geoffrey, est-ce que toi tu vas être plus terre à terre? Tu vas nous dire un petit peu moins de titres? Ouais, ben, franchement, j'aurais dit 2 ou 3 titres. On Ah, peut voilà. vraiment viser ça. Et pourquoi pas 6, aller jusqu'à 6, voire 7 médailles. Ah bah, il y a de quoi faire. Il n'y aura pas forcément beaucoup de doubles médailles, par contre. Tu peux toujours avoir des surprises, genre Romain Dobord, peut-être qu'il va faire une médaille en espoir ou des surprises comme ça. Ben, Mais c'est ça. Quitte à chercher haut dans les médailles, je me dis qu'il peut y avoir quelques petites surprises, comment dire, comme ça. Chez les espoirs femmes, c'est assez ouvert, mais si elle sort une course comme au Koppenberg, Amandine Muller pourrait pourquoi pas aller faire quelque chose, même si faudra bien voir ce que. Enfin, les Belges et Néerlandaises, enfin Léonie Benvel, surtout côté néerlandais, Fleur Morse, Raphaël Carrier, ça va être en mesure de faire. Shadanova, c'est vrai qu'elle est en forme là. Mais bon, le fait que Zoé Bachchet décide de courir chez les élites, ça libère de la place chez les espoirs. Ah, et ça forcément mathématiquement. Zoé Bachstedt, c'est la seule U23 qui sera au départ de la course élite. Parce que bon, gagner un troisième titre chez les espoirs, c'était pas forcément intéressant. Et puis elle a été beaucoup plus discrète, elle a fait beaucoup moins de courses, mais il y a une excellente tendance avec des résultats qui vont crescendo sur les dernières courses. Donc ça fait un nom de plus qu'on va surligner avant le départ samedi pour parmi les courses à suivre. Il va y en avoir pas mal en tout cas. Bon, si je fais le bilan quoi sur les 2-3 titres, environ 5 médailles, ça nous placerait peut-être au final deuxième peut-être au tableau des médailles en disant qu'on sera derrière les Pays-Bas, mais ça nous mettrait devant la Belgique par exemple. Donc c'est déjà ne serait-ce que dire qu'on a cette espérance-là pour l'équipe de France, c'est bon signe du vivier qu'on a. j'ai envie de dire, c'est à peu près sûr qu'on va être devant la Belgique, hein, parce que déjà, si la Belgique a un seul titre, ce sera bien C'est pour ça, eux. ouais, est-ce que ça commence Oui. à remonter leur dernier titre Bah c'est ouais, C'était Thibonnet chez les Thibonnet espoirs. chez les jeunes. Ouais, chez les espoirs en 2023. Joran Wieser chez les espoirs en 2022. Avant ça, c'est Sané Kant. Non. Chez les élites femmes, Ouais, ou chez les élites Thibonnet femmes. chez les juniors. Wout van Aert en 2018. Après, à voir s'il n'y a pas moyen de naturaliser Mathieu Van Der Poel d'ici dimanche. J'aimerais bien, mais bon. Ça va être compliqué. Ouais, on peut bien dire que sur les 8 titres, il est à moitié français, on en a 4 pour la France, c'est bon, non? Ouais, même un huitième français. Oui, on prend. Mais enfin bon, voilà, avec tout ça. Voilà, pour les pronostics pour ces championnats du monde qui sont donc ce week-end, avec déjà vendredi le relais mixte, si vous voulez voir à quoi ressemble ce parcours qui a été modifié par rapport aux derniers crosses qui ont eu lieu à Hulst. Et donc les courses individuelles samedi et dimanche, toute la journée, on va se régaler encore ce week-end. Voilà, avec tout ça, on va arriver tranquillement à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Geoffrey et Johan, de m'avoir accompagné, d'avoir apporté votre expertise, votre analyse sur toute cette saison de cyclocross et sur les mondiaux qui arrivent. Pas mal de choses à dire, évidemment. Je sais que ça vous tient à cœur, le cyclocross, évidemment. Il faudra continuer à regarder après les mondiaux. Hein, Amandine Fouquenet qui peut gagner le super prestige. Ah, tout à fait. On va noter à Middelkerk le 7 février, on va pas l'oublier, ça. Puis il restera encore le week-end d'après. Il y a la dernière manche du X2O Trophée qui pourrait encore se jouer chez les hommes. Donc, c'est pas fini. Puis il y a le cross de Saint-Nicolas avec un peu de sable qui est sympa aussi en fin de saison. Il y a même dès mercredi prochain, après les mondiaux, un exact cross à Maldegem. Ah voilà. On n'en a pas fini. Et de toute façon, le cyclocross s'arrête quand l'Omloop et Newsblad commence. Donc ça va s'enchaîner. Il y a encore de quoi voir, regarder, de quoi se régaler côté cyclocross. Tu fais bien de préciser tout ça, Geoffrey.
Bon voilà, en tout cas pour ce podcast. Pour le prochain, on reviendra à la route. On parlera des équipes françaises avec le début de saison sur route, avec les premières courses françaises qui auront lieu. On a le Grand Prix La Marseillaise ce week-end, on aura l'étoile de Bessèges la semaine prochaine. On prendra le temps de faire un petit peu de la présentation de nos 4 équipes françaises déjà masculines. On parlera aussi également des équipes féminines, on ne les oubliera pas également. Donc, en attendant le prochain podcast Chasse Patate la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vive le cyclocross et à bientôt dans Chasse Patate!